Les élections européennes viennent à nous le 9 juin. Actuellement, il y a 33 listes répertoriées en projet et seulement 8, selon les sondages, qui réuniraient les conditions pour dépasser 3% des suffrages, c'est-à-dire pour que soit remboursé le 1,5 million que coûte une campagne européenne si l'on espère avoir des élus. Il y a d'autant plus de listes que les Français paraissent moins s'intéresser à ces élections comme d'habitude. Et pourtant, c'est un moment de vérité dans l'histoire de nos vies dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. C'est un moment de vérité par le risque de guerre, c'est un moment de vérité par le chaos économique qui risque de dégénérer en pire, et c'est un moment de vérité par le manque d'empathie, de coopération, de solidarité sociale. Ce que je voudrais faire ici, ce n'est pas dénoncer ou chercher des coupables, mais plus fondamentalement les questions qui auraient dû être posées et qui ne le sont pas. C'est le déni de réalité de nos responsables politiques qui est le véritable sujet. Ce n'est pas ce qu'ils sont. C'est toujours injuste de poursuivre des gens ou de les critiquer pour ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas. Je voudrais d'abord écarter une illusion par rapport à tout cela, c'est l'illusion du « c'était mieux avant ». C'était mieux avant. Eh bien non, cette excuse à la Zemmour, et il y en a aussi beaucoup d'autres, le regret d'un patriarcat heureux, c'est un faux. C'est une nostalgie fausse. Pourtant, à la question « si vous aviez le choix, à quelle époque auriez-vous voulu vivre ?» 66% des Français répondent à une période du passé. Eh bien, seulement au XXIe et au XXe siècle, le seul moment où les Français d'alors, au moment où on les interroge, ont dit qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient un espoir, c'est dans l'après-guerre, au moment de la libération et après, à peu près quand les 4 chevaux sont rentrés dans l'histoire, et pendant les années de la présidence du général de Gaulle et la première année et demie de la présidence de Georges Pompidou. Alors, la pompidolâtrie actuelle, et ce qui s'en est suivi, et ce qu'on voit, n'est que le reflet du vieillissement de notre population qui songe à sa jeunesse passée. Mais ce n'est pas la vérité. En 1970, les Français avaient une espérance de vie de 72 ans. Aujourd'hui, c'est 82. Et ils prenaient leur retraite à 65 ans. Donc, 65 à 72, ça faisait 7 ans en retraite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et on pourrait avoir des loisirs bien meilleurs. S'ils ne le sont pas, c'est parce que on ne fait pas en sorte qu'ils le soient. Depuis cette époque, il y a eu l'achat des équipements ménagers, des frigidaires, des douches et des machines à laver chez soi, des toilettes à domicile. Ça a amélioré la condition de tous, et en particulier des Françaises. Et on a vu leurs conditions s'améliorer en famille et au bureau. C'est pourquoi aujourd'hui, elles ont un rôle dans la société qui est bien plus important dans la vie sociale active, et il faut s'en féliciter. Et il faut aller plus loin pour qu'il y ait une véritable égalité de conditions. Mais, dans le passé, c'était pas mieux avant. Jamais l'air ne fut plus pollué qu'en 1973. Les inégalités entre classes sociales étaient plus fortes qu'aujourd'hui, et les inégalités, comme je l'ai dit, hommes-femmes, étaient plus fortes. Alors oui, il y a eu progrès depuis. Alors pourquoi est-on pessimiste ? Pourquoi ces 66% des Français auraient voulu vivre avant ? Parce que le présent n'est pas satisfaisant et que les vraies questions ne sont pas traitées par les politiques. Les vrais défis ne sont pas relevés. Et donc, il y a crainte. Il y a crainte de vivre moins bien. Et surtout que nos enfants, après nous, vivront
encore moins bien. La vraie question, le vrai défi, est donc quelle politique faut-il mener pour que ce soit mieux demain? Pour que ce soit mieux demain. Par rapport à ce défi, on est dans le déni. Donc, le vrai sujet, c'est de voir, parmi les principales listes aux élections européennes, la façon dont elles font face à ce défi. Commençons par les listes du ce sera pire après. Il y a Renaissance, les macronistes, la majorité présidentielle. 18,5% dans les sondages. Donc une baisse, un rejet, et leur soutien se concentre dans ceux qui ont peur, c'est-à-dire les diplômés entre soi et les retraités entre soi. À ce stade des choses, voter pour Renaissance, c'est voter pour la guerre, il faut le dire. Une guerre vis-à-vis d'une puissance nucléaire, qui est la Russie, que nous n'avons pas les moyens d'affronter, quoi qu'on roule la mécanique. On l'a vu avec les sanctions contre elle, qui se sont retournées contre nous, et au profit d'une certaine industrie américaine, qui est aussi une industrie tournée vers la guerre, et qui nous fait payer notre énergie 4 fois plus cher. Et même les Russes nous envoient du gaz naturel liquéfié, qu'ils nous font payer 4 fois plus cher que ce qu'ils nous envoient hier par pipeline. Donc l'Europe est le dindon de la farce, c'est bien pire. L'Europe, c'est ce qui décidera s'il y aura ou non la guerre et comment réussir la paix. Alors, on est aujourd'hui dans la guerre. J'ai quelques citations ici. Ursula von der Leyen. Elle nous a dit clairement, une guerre en Europe n'est pas impossible, nous devons y être préparés. Préparer une guerre par l'Europe. Beaucoup d'autres l'ont dit après elle. Notre ministre, Sébastien Lecornu, nous a dit, du haut de son ministère des Armées, il nous a dit que tous les industriels de défense devaient mobiliser. En mode d'économie de guerre, pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet de faire, c'est-à-dire, si le compte n'y était pas, en matière de cadence et de délai, de production, de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de prioritisation, la façon dont il s'exprime. Donc ça veut dire les personnes et les biens, ça veut dire les industriels, ça veut dire une économie de guerre. Une économie de guerre avec des industriels, comme le dit la presse, rappelés au front. On y est. Et je ne sais pas si ça fait partie du ressenti. Des clauses secrètes de l'accord bilatéral que la France a signé avec l'Ukraine, ce n'est pas seulement les 3 milliards, mais c'est la possibilité d'une intervention directe, comme l'a dit Emmanuel Macron, la possibilité d'envoyer des combattants français en Ukraine. Je ne sais pas s'il le croit lui-même, mais il l'a dit. Et alors, les militaires, eux, comme le général Jérôme Guasque, qui s'exprime dans le Figaro magazine, il nous dit, voilà, aujourd'hui, la Russie est redevenue, dans le concept stratégique adopté au sommet de Madrid en 2022, une menace pour l'OTAN, au même titre que les groupes armés terroristes. Donc voilà la Russie, placée parmi les terroristes. Et l'OTAN, depuis Madrid, est devenue globale. C'est-à-dire qu'elle étend son territoire au-delà de l'Atlantique, elle est plus défensive, elle avoue qu'elle est offensive, et elle s'intéresse aussi à la question de l'économie. Et je vous rappelle que les pays de l'Union européenne dépendent en grande partie, ou sinon en totalité, c'est l'OTAN dont elles dépendent. Et depuis que Nicolas Sarkozy est revenu au commandement intégré de l'OTAN, c'est encore plus le cas. Et avec Emmanuel Macron et François Hollande auparavant, c'est une série de ralliements. C'est donc pour eux la guerre. Pour Renaissance, c'est la guerre. Et une politique d'austérité sociale en même temps, car ils disent devoir trouver 10 puis 20 milliards. Et Bruno Le Maire, il est maître de rien, Bruno Le Maire doit reconnaître que notre déficit budgétaire est de 5,5%, contre les 4,56% qu'il essayait de nous vendre, et que les intérêts de notre dette, en comptabilité budgétaire, c'est 51 milliards par an. Donc cette renaissance a réussi
je dirais le sinistre exploit, de nous conduire à une économie de guerre sans base productrice et avec une fuite des capitaux. Ailleurs où le prix de l'énergie est moins cher, chez nos amis américains, vous savez, Henry Kissinger disait qu'il est plus dangereux d'être ami des Américains que d'en être l'ennemi. Et aussi, on assiste à une fuite des cerveaux, car nos chercheurs sont mal payés, ils vont soit à l'étranger, soit exercent leurs compétences dans le domaine de la spéculation financière. Et dans ce contexte, on voit que le taux d'épargne en France, qui est de 17%, qui est très élevé, est regardé comme un objet que l'on cherche à s'approprier pour justifier les pouvoirs en place et l'économie de guerre. C'est cela la réalité. Et pour reprendre Orwell, vous savez, qui disait le beau c'est le laid, le vrai c'est le faux, on pourrait dire Renaissance, eh bien, c'est le décès. Alors, dans le camp néolibéral, on voit la liste Glucksmann, les socialistes et place publique. Elle est en hausse à 12%. C'est l'option B bis de l'oligarchie. Plus agressive encore que Macron contre la Russie, un marchepied pour le socialiste Olivier Faure, socialisme qui a été auparavant le marchepied de Renaissance. Donc c'est la politique du marchepied. Il y a même contradiction au sein de Place Publique et des socialistes. Glucksmann s'oppose au pacte européen contre l'immigration et l'asile, alors que les socialistes l'ont voté au Parlement européen. La guerre est là, comme dans la liste Renaissance, et la politique néolibérale à laquelle on ne s'oppose pas, malgré parfois de belles paroles ici ou là. Ensuite, il y a l'option B+. Glucksmann, c'est B bis, là c'est B+. C'est le Rassemblement national et l'étincelant Jordan Bardella, qui joue la com autant et sinon plus que tous les autres rassemblés. Il n'a pas le même côté, qui peut paraître sympathique, de Marine Le Pen. Tous deux, évidemment, s'étant mélonisés pour réussir et prétendant s'entendre, comme la roue en foire. Pro-OTAN, pro-euro, pro-Union européenne. Eux, ce n'est pas la Renaissance, ou pour eux la Renaissance, c'est le reni et le déni. Bardella applaudit Zelensky comme tout le monde, enfin la plupart des autres sur la scène publique, et joue sur 52 nuances d'identité, d'identitarisme. Autre face de la guerre identitaire. Marianne s'en étonne cette semaine, dont Bardella et les autres accéléreraient, ils n'en sont pas la cause première, mais ils en accéléreraient l'accouchement au forceps. Tout cela, arrosé de paroles sociales, sans fondement ni politique ni économique. C'est du Agnès Verdier-Molinier, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'austérité faite être humain, l'austérité inhumaine. C'est du Agnès Verdier-Molinier nuance soft, mais un peu matiné de Laurent Alexandre hard. Vous pouvez vérifier quelles sont les idées de sélection sociale de Laurent Alexandre. Jordan est donc à 32% dans son ascension, à marche forcée, mais c'est la roche tarpéienne, c'est le fogolisme fabriqué par des experts en com, et qui, s'il était au pouvoir, révélerait cette fausseté. Les Républicains à 8%, avec un François-Xavier Bellamy qui a le mérite de n'avoir jamais eu peur de voter toujours dans le sens de ses convictions, il faut lui reconnaître, mais en matière d'économie, tout à fait comme les autres, et en tout cas, n'ayant jamais remis en cause les fondements du système, et entouré par les héritiers dévoyés ou administratifs d'un gaullisme devenu hors sol. La France insoumise à 7,5%, plus courageuse que les autres, sur la question ukrainienne. Elle veut arrêter la machine occidentale à broyer les Ukrainiens. Et aussi plus courageuse face à un gouvernement israélien du sol, du sang et de la race,
Mais une France insoumise, noyée dans le gazeux, dans la démagogie et les complaisances, populistes de gauche, autour d'un homme saisi par la débauche de dominer, même au détriment de ses propres amis. Enfin, à ses côtés, parmi ceux qui dépassent les 3%, le pauvre petit parti communiste, qui a pratiqué qu'un demi-virage par rapport à son passé, sans garder le bon de son passé, et probablement en s'adaptant pour le moins bon, et incapable d'être reconnu comme l'alternative malgré le beefsteak et le vin rouge. Car aux choses sérieuses, pour les choses sérieuses, ils ne sont malheureusement pas là. Il y a Reconquête avec 6,5%, les écologistes à 5,5%, et les autres, tous à moins de 6%. Reconquête et écologistes, tous deux, chacun à sa façon, attachés au passé. Patriarcal pour les uns, avec Zemmour, de retour à une transition vers le passé de la nature pour l'autre. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé, mais eux font semblant d'y croire et nous engagent sur la voie du pessimisme qui y mène. Tous les autres, à part ces deux-là, qui sont aux environs de 6,5 et 5,5%, tous les autres sont à moins de 1,5% chacun. Et les souverainistes se sont malheureusement avérés plus concernés par leurs diverses identités que par un souverainisme d'union, nécessaire, comme nous l'avions défendu à Solidarité et Progrès, à la survie de notre État et à la participation de la France au basculement du monde vers le Sud, qui est la seule voie qui est ouverte pour un changement. Vous me direz que la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est ce qu'on dit en France. Je répondrai qu'en ce moment de crise décisive pour la France et pour le monde, en ce moment de vérité, on a le devoir de ne pas cacher la vérité. Non pour se vanter de la détenir, mais pour proposer une orientation, une voie, une plateforme permettant d'échapper à l'étau qui se resserre. Une guerre économique, une guerre tout court et une guerre identitaire. Au lieu d'un débat hypocrite sur comment on peut aider l'Ukraine, en réalité, à entretenir la machine de guerre de l'OTAN qui envoie les Ukrainiens au broyeur. Au lieu de faire de l'immigration un grand sujet, sans considérer concrètement ce qui serait nécessaire, eh bien, il faut poser les vrais problèmes. Prenons par exemple l'immigration. Nous avons besoin du travail de migrants pour nous développer. Et aussi, nous avons besoin d'une politique qui assure la justice et le développement pour les pays dont partent ces hommes et ces femmes-là. Il faut une politique qui traite l'émigration, le départ, et qui permette le développement de ces pays-là, en même temps qu'ils viennent chez nous. Alors, le problème n'est pas qu'ils viennent chez nous. Le problème, c'est que nous ne faisons pas pour les migrants ce que nous ne faisons pas en réalité pour nous-mêmes. Parce que comment peut s'intégrer une population dont on a besoin? Parce qu'il n'y a pas assez de naissances en France. Il faut faire toute une politique de naissance, c'est vrai. Mais on a besoin également de migrants. Les gens qui vous disent le contraire vous trompent. Eh bien, il faut un logement qui soit proche du lieu de travail. Il faut du travail, et du travail de plus en plus qualifié. Il faut des cours de français. Il y en a besoin aussi pour nos propres jeunes. Il faut des cours de français et une formation de qualité croissante. C'est la recette de l'intégration pour nous dans la France, comme c'est la recette pour l'intégration des migrants. C'est pour ça, comme je l'avais demandé dans les élections présidentielles, il faudrait un ministère du co-développement, de la coopération et de l'intégration, parce que c'est une seule et même chose, c'est une seule et même orientation qu'il nous faut pour le développement mutuel. Sans angélisme, une frontière, c'est ni un mur, ni une passoire. C'est quelque chose qu'on gère, et qu'on gère pour le progrès et la solidarité, dans le monde et chez nous. Il n'y a pas contradiction, en ce sens, entre le monde et chez nous.
Et dans les époques où nous avons le sentiment d'avoir vécu heureux, dans l'après-guerre et la présidence de De Gaulle, on n'y voyait pas la contradiction. C'est quand il y a un système mondial qui est injuste que se crée cette idée qu'il y ait contradiction et qu'elle soit vécue et qu'on voit comme une agression culturelle certains comportements parce qu'on ne fait pas vis-à-vis d'eux ce qu'on devrait faire. Et alors on a les cas des Samantha ou d'autres. C'est notre politique d'ensemble qu'il faut changer pour changer l'environnement dans lequel nous vivons. Et pour cela, il faut une Europe qui participe à une nouvelle architecture à l'échelle du monde et à l'échelle d'elle-même, de développement mutuel et de sécurité. C'est ce qu'on devrait parler, c'est ce dont on devrait parler, ça devrait être la question fondamentale de comment faire aux élections européennes. Cette politique qui assure une juste paix en Ukraine. Enfin, l'heure des diplomates et pas l'heure des hypocrites. Un plan pour Israël et la Palestine, un plan de développement pour 2 États, mais dans l'espoir d'une confédération future, et en même temps avec un projet commun de mobilisation qui est notre plan Oasis de développement mutuel, sans angélisme, du côté d'Israël, en libérant Marwan Barghouti, qui peut être l'homme qui assure cette politique-là. Et il faut dire des noms, il ne suffit pas d'esquisser des horizons, il faut dire des noms. Et en même temps, la libération des otages par le Hamas, bien entendu. Et c'est dans ce sens-là, en croyant que c'est possible, qu'il faut reconnaître l'existence de l'État palestinien, pour bien montrer, pour exprimer notre désaccord avec la façon dont le gouvernement Netanyahou procède. Et en cela, nous serons en accord avec, j'en suis convaincu, une majorité des Israéliens aujourd'hui, et nous pourrons créer les conditions d'écarter les Netanyahou, les Ben-Gvir et les Smotrich. Voilà une politique qui est une politique active, et pas une politique de passivité devant l'intégration dans une mondialisation folle, dans ce que certains, parmi nos militaires en retraite, appellent le train fou de l'OTAN. Il faut en sortir. Et arrêter chez nous cette politique qui dit « on a trop dépensé », mais on a dépensé pour qui ? Il faut licencier. Vous avez entendu Guérini parler de licenciement dans la fonction publique, de coupe pour établir une politique économique et sociale. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est une politique de développement qui donne des recettes futures. Et cette politique de développement, évidemment, doit être intégrée dans cette nouvelle architecture. À l'échelle internationale européenne, ça n'est pas possible. Donc voilà les vraies questions dont on devrait parler dans une élection européenne. On devrait parler de l'agriculture. D'une agriculture qui redonne le droit de vivre aux agriculteurs, qui leur redonne les moyens, et pas dans une course folle à l'endettement. Et une agriculture qui ne jette pas les agriculteurs du monde les uns contre les autres. Et c'est là que le sujet de notre politique dans le monde, et le sujet de notre politique en Europe, et le sujet de notre politique en France se recoupent, avec un horizon à créer qui soit différent. Voilà les vrais sujets, à commencer pour rétablir, pas seulement en France, mais dans le monde, je dirais, la figure des enseignants, des ingénieurs et des chercheurs. Et pour en finir, on peut se demander si leur rôle des enseignants, des ingénieurs et des chercheurs, qui était une référence dans les années de Gaulle et une référence dans l'après-guerre, n'était pas la raison justement pour laquelle alors les Français étaient optimistes ? Et ne faudrait-il pas retrouver cela aujourd'hui ? Et je crois profondément que nous devons nous engager à retrouver ces jours heureux, où une volonté politique et en même temps une morale dans l'action existait, et que ce devrait être l'enjeu des élections européennes, ce qui doit être mis sur la table avec, encore une fois, une volonté d'engagement. Faute de quoi, si nous ne combattons pas l'oligarchie financière et son idéologie, et le pessimisme qu'elle tente de développer pour écarter
les peuples de la citoyenneté. Si nous ne combattons pas, si nous n'engageons pas ce combat, nous irons fatalement, faute de nous battre, vers de nouvelles tragédies de sang et de larmes. Alors, je vous demande ce soir de nous aider, et aussi, si ce n'est pas ce soir pour vous, à tout moment, de nous aider dans ce combat, en nous apportant vos idées, votre engagement, et dans la mesure de vos moyens, de vos patrimoines, comme on dit, de nous donner les moyens de continuer notre combat. Nous le continuerons de toute façon, mais nous voulons le continuer en l'étendant. Je le dis sans promesse indue, mais avec la nécessité du défi, et des défis, mais du défi fondamental à relever, qui est un changement d'orientation dans l'environnement politique, économique, social, et qui devrait être encore une fois l'enjeu des Européennes. Je peux vous dire que je vis ceci dans l'intime, que pour moi, c'est une question d'identité, la vraie identité, celle qui pense que les êtres humains ont beaucoup plus à donner, qu'ils ont un potentiel de faire de bonnes choses beaucoup plus grandes qu'il leur est donné aujourd'hui. Et que dans ce contexte, j'ai 83 ans. J'ai 83 ans, mais je suis peut-être plus que jamais dans ma vie déterminé à me battre. À me battre parce que un projet vital, un projet existentiel, comme disent certains, est plus nécessaire que jamais si on veut préserver, et préserver en le développant, tout ce qui dans notre monde nous rend heureux d'y vivre et heureux de penser que le monde du futur, comme un enseignant pense que ses élèves seront meilleurs lui-même, que le monde du futur sera meilleur que le nôtre. C'est ce que je voulais vous dire, parce que je pense que nous sommes face à une question de vie ou de mort, de guerre ou de paix, de chaos financier ou de développement du meilleur de nous-mêmes. Merci. Oui, dans le contexte actuel. Parce qu'il est certain que s'il y avait ce vote à la majorité qualifiée, les différents pays, animés par des forces extérieures, pourraient voter contre notre intérêt national. Et nous, à l'origine, nous étions défenseurs du plan Fouché, c'est-à-dire où les pays de l'Union européenne, qui étaient beaucoup moins alors, pouvaient dire, voilà, il y a un projet commun. Nous sommes tous d'accord, on y va. Il y a un pays qui est en désaccord, mais qui ne veut pas entraver les autres. Il n'y va pas, mais les autres y vont. Et puis, il y a un projet auquel il est tout à fait opposé. Là, il a un droit de veto et il bloque le projet. Et c'était sans doute la meilleure formule. Mais ce n'est pas une question de formule. C'est une question, je dirais, de raison, de cœur et de volonté. Et si on se bat, peu importe les formes, on arrive même, avec une majorité qualifiée, à convaincre les autres, parce qu'on est certain de soi-même, parce qu'on pense que aujourd'hui, on doit penser en fonction, on doit être en fonction, on doit vivre en fonction de ce qui se passera demain, et créer dans toutes les populations ce sens, pas seulement en France, partout. Et c'était l'idée qu'on a vue avec le général de Gaulle. C'est l'idée à un certain moment, avant qu'il ait échoué dans les circonstances d'alors et avec les dirigeants d'ailleurs du Front populaire. Eh bien, aujourd'hui, si l'on voit la situation comme elle est, il ne faut pas s'embarrasser de combats sur des questions proprement judiciaires. Il faut montrer, par rapport à ces situations, ce que devrait être une vraie politique de souveraineté nationale de tous les pays. Et à ce niveau-là, on pourrait dire aussi qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, de grands pays comme l'Inde ou le Brésil devraient y participer.
et qu'il faudrait peut-être que ce ne soit plus l'humanité, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est une nouvelle architecture de développement mutuel dans le monde, où chacun ait son mot à dire, où ce soit à l'avantage de chaque pays. Et c'est là que l'on dépasse les questions proprement juridiques, mais qu'il devient nécessaire, comme on écoute tout le monde, que tout le monde soit d'accord. Mais c'est prendre les choses d'un autre point de vue que de les prendre « Ah, est-ce que les autres vont pas nous entraver ?» Non, c'est de dire « C'est au nom de notre indépendance et l'indépendance de chacun, et de la confiance que chacun soit orienté de la même façon, qu'on peut avoir entre États-nations indépendants un principe qui est l'unanimité nécessaire. » Mais, est-ce un principe pour toujours ? Je ne pense pas. Et je pense qu'il faut penser 50, 100, 200 ans devant nous, et que là, on aura un sens d'intérêt commun de l'humanité beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui. Je suis optimiste, bien que certains veuillent dire « Ah, c'est des plans sur la comète ». Mais s'il n'y avait pas ces plans-là, où irions-nous ? À la guerre, à la destruction mutuelle assurée. Donc, ne laissons pas aux gens qui essayent de diviser pour régner la fixation sur des formules juridiques en soi. Mais voyons, du point de vue de la souveraineté et du point de vue de l'intérêt mutuel de l'humanité, ce qui doit être fait, non pas dans un monde qui soit en essence multipolaire, mais dans un monde qui soit où chacun amène quelque chose dans la même direction. L'unité dans la diversité. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut penser à ces questions, et pas par rapport à la situation à un moment donné, mais par rapport aux moyens que l'on doit prendre et que l'on doit engager pour changer la situation à l'avenir. Et je crois que c'est ça, c'est cette façon-là qu'on doit voir toutes les questions pour relever le défi qui est celui du bien mutuel, du bien commun, qui aujourd'hui est bafoué, avec ou sans majorité, avec ou sans unanimité, qui est bafoué, parce que c'est l'orientation générale qui est prise dans le monde, à l'exception d'un Sud global qui réclame justice, qui réclame le droit à l'autodétermination, le respect de sa souveraineté et son indépendance, et à laquelle il faut rendre justice. Et c'est l'orientation des BRICS. Les BRICS sont réunis de façon relativement informelle, mais avec des projets économiques mutuels. C'est l'orientation qu'il faudrait avoir au Proche et Moyen-Orient, dans toute l'Asie du Sud-Ouest. Un plan de développement mutuel dans lequel, par l'intérêt que ce plan a pour chacun, laquelle l'ensemble y adhérerait, la formule politique et les détails scientifiques étant laissés aux experts dans un contexte d'enthousiasme qu'on va recréer dans le peuple. Et c'est cet enthousiasme que Lazare Carnot appelait enthousiasme, amour du beau, essor des grandes âmes. On doit retrouver ce sens du beau commun, de la vérité commune. Et alors, je pense qu'un jour, ces questions juridiques seront dépassées, mais qu'aujourd'hui, on doit les traiter, non pas en fonction de ce qu'on a vu du passé, mais par rapport à ce qu'on pourrait voir de l'avenir.